J'ai une question. Puis-je la poser, ma mère? Nous vous écoutons, sœur Mizuki. Que dit notre Seigneur Jésus-Christ sur les personnes qui s'abandonnent et commettent l'acte de chair? Jésus dit de ceux-là qu'ayant oublié leur faculté de discernement, ils se rabaissent au rang des plus vils animaux vivants sur terre, dont le sort est la mort et le tourment éternel. Sans espoir, voici le prix que tout pécheur doit payer pour s'être écarté du chemin. S'il vous plaît, ma mère, puis-je vous poser une question? Nous vous écoutons, sœur Maya. Est-ce que nous serions nés si un jour nos parents n'avaient pas transgressé et commis l'acte de chair ne serait-ce qu'une seule fois? Mais quelle honte! Cette question n'est pas digne d'une nonne! Et notre Sainte Mère la Vierge! Auriez-vous oublié l'Immaculée Conception? Tiens, c'est étrange, non? Elle a réussi à être enceinte tout en conservant sa virginité. C'est intolérable! Vous souillez le nom de la Vierge Marie! Ben, elle a pas tort, elle a dû s'envoyer un gars pour finir en cloque. Ce que vous dites est intolérable! Quoi, il faut regarder les choses en face. Si on veut des enfants, y a rien à dire. Faut y passer à la casserole. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Alors que les bonnes sœurs dans le cinéma horrifique font une percée sur nos écrans avec des films comme Immaculée avec Sydney Sweeney ou La Malédiction, on s'est dit que c'était le moment idéal pour parler d'un des sous-genres les plus fous du cinéma d'exploitation, la fameuse non-exploitation. Un sous-genre fait sur mesure pour un des membres de notre équipe qui s'est fait un plaisir de programmer un des films les plus cultes du genre, Le Couvent de la Bête Sacrée, réalisé par Norifumi Suzuki. Encore un film japonais chez Jumpscare, diront certains, et vu la richesse du cinéma horrifique japonais, on vous répond qu'on aurait eu tort de s'en priver. Dans Le Couvent de la Bête Sacrée, la jeune Maya décide d'entrer dans un couvent catholique pour enquêter sur la disparition de sa mère, ancienne nonne du couvent. Mais ce même couvent est peuplé de bonnes sœurs bravant tous les interdits, quitte à devoir se fouetter pour expier leurs péchés, le tout dirigé par une mère supérieure lesbienne et un révérend père pervers et bien sadique. S'ensuit des tortures en tout genre à base de coups de fouet et d'épines de rose, le tout agrémenté de beaucoup de scènes érotiques. Un film programmé dans le podcast par notre bon Le Coin du Bis National. Ça va Mathieu ? Ça va, très bien, je suis dans mes petits souliers là. Parfait. On va revenir sur le genre et le film juste après. Sont présents aujourd'hui avec nous Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Mathieu, le coin du bis, dis-nous donc la non-exploitation, qu'est-ce que c'est ? Yo, c'est le Romain du futur qui monte cet épisode qui vous parle. On préfère vous avertir, ceux qui écoutent le podcast savent très bien que Mathieu, quand il parle longtemps. Et là, il a pété un record et il va parler plus de 27 minutes sans s'arrêter. Au lieu de charcuter tout son cours sur la non-exploitation et le cinéma érotique japonais, j'ai préféré le laisser en uncut, non censuré version longue director's cut, pour que vous puissiez voir un peu déjà toute la richesse du genre et aussi voir ce que je subis au montage quand Mathieu lâche un tunnel. Donc voilà. Préparez-vous une tisane, mettez vos chaussons, mettez-vous bien, et profitez de cette prise d'otage que Mathieu va effectuer sur l'équipe. Bonne écoute. Alors, comme tu l'as dit, la non-exploitation, c'est un des très nombreux sous-genres du cinéma bis, et plus spécifiquement du cinéma d'exploitation. C'est un sous-genre qui prend véritablement forme au tout début des années 70, un petit peu après la sortie d'un film dont on va beaucoup parler, je pense, après, un film qui s'appelle Les Diables. Voilà, c'est un petit film obscur qu'on évoque pas souvent en fait, mais grosso modo voilà, le film va faire un énorme scandale et beaucoup de producteurs assez peu scrupuleux vont se dire tiens, ce qui a marché en fait dans ce film, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un sous-genre, et vont donc développer énormément de films qui mettent en scène en fait des nonnes dans des couvents dans lesquels il se passe des choses pas forcément très catholiques. Alors soit il est question de choses en lien avec de la possession démoniaque, des incantations un peu bizarres ou quoi, où on découvre qu'en fait c'est des bonnes sœurs qui, au lieu de prier Jésus, prient plutôt
l'antéchrist ou Satan ou quoi. Soit on a, et c'est la majorité des films, pas mal de bonnes sœurs en fait qui vont pas forcément respecter leurs vœux de chasteté et s'en donner à cœur joie dans des orgies, de la flagellation, voilà, tout ce qu'on s'attend pas forcément à voir dans des couvents. Et du coup, ce sont des films qui mélangent de la violence, du sexe, beaucoup de sexe. Il y a toujours, il y a pas mal de scènes un peu érotiques ou quoi. Et c'est un sous-genre qui a pas forcément eu bonne presse, même si on se rend compte après coup qu'il y a quand même dedans pas mal de films qui valent largement le détour. La nunsploitation, elle apparaît entre guillemets au tout début du cinéma via un film très connu qui s'appelle Aksan, La sorcellerie à travers les âges, qui est un film de 1922 où dedans, entre autres choses, on peut voir une scène avec des bonnes sœurs qui pètent un câble dans une église, avec le diable qui est pas forcément très loin. Diable qui, de mémoire, je crois, est même joué par le réalisateur du film. Après, le scène de pétage de câble en question des nonnes, ça reste très très soft, hein. Enfin, le film a plus de 100 ans et le pétage de câble en question, c'est juste des nonnes qui sautillent gaiement et qui dansent dans une église. Donc à l'époque, c'était oh là là, c'était scandale. Aujourd'hui, bon, ça fait un petit peu sourire. Quelques années plus tard, en Angleterre, il va y avoir un énorme chef-d'œuvre qui s'appelle Le Narcisse Noir, qui est un film co-réalisé par Emeric Pressburger et Michael Powell. Film de 1947 je crois, qui est un des grands classiques du duo et qui raconte grosso modo l'histoire de bonnes sœurs en fait qui partent au sommet d'une montagne pour aller retaper une espèce de vieille bâtisse qui se trouve être en fait une espèce d'ancien palais hindou et qui abritait surtout une espèce de harem quoi. On devine à travers les fresques qui sont peintes au mur que le truc était un ancien bordel et l'isolement plus les cultures qui sont pas forcément les mêmes vont rendre quelques-unes des sœurs au sommet de cette montagne un petit peu dingues. Par-dessus le marché, il y a un homme qui va commencer à en tenter quelques-unes et forcément ça va dégénérer. Le film, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu à ne surtout pas rater. Il ne faut pas se laisser avoir par le fait que le film date de 1947, où on peut se dire oh là là, le film est un petit peu daté ou quoi. C'est un monument absolu. En termes d'effets spéciaux, le film il est complètement dingue. Il y a pas mal d'images en fait assez célèbres où quand on découvre le film pour la première fois, on se dit ah putain mais en fait ouais ça vient de là. Voilà, enfin le Narcisse Noir, il faut surtout pas le rater. Et si vous avez kiffé le film, Michael Powell et Pressburger feront un autre chef-d'œuvre l'année suivante, qui est Les Chaussons Rouges. Qui est peut-être le film terminal sur la danse et Darren Aronofsky s'est beaucoup inspiré de ce film pour faire Black Swan. Mais bon voilà. Un petit peu après, on aura en France ce coup-ci un film qui s'appelle La Religieuse, réalisé par Jacques Rivette, qui va faire un scandale assez phénoménal parce que l'État va quand même tenter de censurer le film. Étant donné que Jacques Rivette était directeur des Cahiers du cinéma, forcément ça va faire grand bruit. Pas mal de réalisateurs en fait vont commencer à râler sur le fait qu'on censure un film, tout ça. Le film va quand même être distribué à Cannes et pas mal de personnes en fait qui avaient râlé contre le film ne l'avaient même pas vu. Et une fois que le film est sorti, on va se rendre compte qu'il est absolument pas blasphématoire, mais qu'il va plutôt en fait parler de ce que va parler une bonne partie des films de la nunsploitation à venir, c'est-à-dire les conditions des nonnes, les conditions de vie en fait des nonnes dans les couvents. C'est pas forcément des films qui ont pour ligne de mire uniquement on va blasphémer dans tous les sens, on va chier sur la religion, enfin dès qu'on peut. C'est pas forcément ça, c'est surtout en fait des films qui parlent de la foi et de comment est-ce que des femmes isolées peuvent vivre cette foi au sein d'un couvent reculé et isolé de tout quoi. Donc voilà, il y a ce film en fait qui va beaucoup faire parler, surtout qu'en fait il est écrit en fait, adapté d'un roman épistolaire de Diderot. Après ce truc-là, il va y avoir le chef-d'œuvre absolu de la nunsploitation, celui qui va vraiment lancer le genre. Donc c'est évidemment Les Diables de Ken Russell. Alors il faudrait une émission entière en fait pour rendre justice à ce film parce que là par exemple au moment où j'en parle, j'ai une affiche du film qui est juste en face de moi, là, enfin accroché au-dessus de ma télé. Bref, voilà, c'est un film que j'aime énormément, mais je trouve qu'il n'est pas encore suffisamment connu. Parce que c'est un film qui est encore censuré 50 ans après sa sortie, la version intégrale n'est toujours pas disponible et c'est absolument scandaleux.
D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le film, outre une vieille vidéo que j'ai faite sur ma chaîne il y a quelques années en arrière, dans le dernier calendrier de Mylène qu'elle fait en fait chaque mois d'octobre, il y a une vidéo en fait qui est consacrée au diable, qui est en fait écrite par François Co. Donc un des grands défenseurs du film, qui a écrit entre autres pour Mad Movies et pour Nannerland. Et à ma connaissance, c'est la vidéo la plus à jour concernant en fait ce qui se passe autour des diables et de l'énorme bordel en fait au niveau des droits que constitue ce film, par rapport aussi à Warner, qui fait une espèce de bras de fer par rapport à ça depuis plus de 50 ans. Bref, voilà, c'est à partir de ce film, donc en 1971, Les Diables, que la nunsploitation va commencer vraiment à prendre un petit peu son envol. Après, ça c'est la première explication pour, entre guillemets, expliquer comment la nunsploitation en fait a explosé, mais il y en a une seconde. La seconde, c'est en parallèle, il faut aussi voir que à la fin des années 60, il y a le relâchement au niveau de la censure qui s'opère, et du coup, il y a tout un sous-genre plutôt, qui va devenir de plus en plus présent. C'est le sous-genre en fait du whip. Et le whip, c'est l'abréviation de Woman in Prison, donc littéralement le film de prison de femmes. Alors après, c'est pas un sous-genre qui est né à la fin des années 60 ou au début 70. Pour vraiment, si on veut remonter vraiment au tout début du whip, il faut quasiment remonter aux années 30. Mais le relâchement de la censure étant ce qu'il est, le whip prend de plus en plus de place. Et les spectateurs sont de plus en plus demandeurs de scènes de violence, de sexe, etc. Et tous ces films qui étaient très très vite rentables parce que c'était toujours des films qui se passaient donc dans un environnement fixe, enfin c'était toujours dans un lieu unique. C'était en termes de production pas forcément très onéreux à faire, quoi. Donc ces films étaient très très vite rentabilisés. Au fil du temps, les whips vont se diviser en deux catégories. Il y a d'un côté les films de prison de femmes qui vont être dans une espèce de prison fermée, et de l'autre des films de prison de femmes qui vont se dérouler dans un camp à ciel ouvert. Il y a notamment toute une série de whips qui se passent en fait, enfin qui sont tournés aux Philippines, qui sont produits par Roger Corman, dans lequel il va y avoir Pam Grier avant qu'elle soit une icône de la blaxploitation. Et du coup, tous ces films-là vont progressivement se multiplier, et petit à petit, au fait, enfin ils vont, je pense, muter sous d'autres formes. Tout ce qui est film de prison de femmes à ciel ouvert, ça va devenir petit à petit de la nazisploitation, donc ça c'est un autre sous-genre. Et tout ce qui est film de prison de femmes dans des prisons fermées, on va juste changer la prison par un couvent, et ça va donner, selon moi, la nunsploitation, parce que voilà, quitte à faire aller dans le trash, pourquoi pas remplacer en fait la prison par un couvent et rajouter un petit peu de blasphème par-dessus tout ça, quoi. Après, au niveau de la manière dont la nunsploitation se propage à travers le monde, il y a principalement 4 pays dans lesquels elle a été la plus prolifique. Dans un premier temps, il y a l'Espagne avec évidemment Jess Franco. Alors il y a pas mal de films, mais essentiellement pour citer peut-être Les Démons et Lettres d'amour d'une nonne portugaise, qui sont, je pense, une bonne entrée en matière si on veut se frotter à ce sous-genre quand même assez particulier. Il y a eu aussi des films de nunsploitation au Mexique. Alors il y en a 2 qui sont très célèbres. Le premier, c'est Alucarda, qui a été disponible pendant un temps, je crois, sur Shadows. Alors, je sais pas s'il y a encore, mais voilà, c'est un film que Guillermo del Toro adore, et c'est un film qui mélange nunsploitation et film de vampire. Voilà, si vous prenez le titre Alucarda, ça forme presque le mot Dracula. Il est dispo sur Amazon, Alucarda. Ouais, il est pas parfait, mais il y a quand même de très très belles images, et des fois ça va quand même assez loin, quoi. Il y a un autre film mexicain qui est assez connu aussi, qui s'appelle Satanico Pandemonium, qui s'est aussi appelé La Sexorcista, et qui raconte incroyable titre, ouais, et qui raconte l'histoire d'une bonne sœur qui s'appelle Marie, comme dans 3 nunsploitation sur 4. Voilà, ça vraiment c'est une constante, qui va être tentée par le diable et qui va faire n'importe quoi. Et la scène finale, qui est une scène d'orgie, comme dans beaucoup de films de nunsploitation, de mémoire, je crois qu'en fait le réalisateur avait engagé des véritables prostituées pour tourner la scène en question. Et aujourd'hui, c'est très mignon, c'est très naïf, quoi. Mais à l'époque, voilà, et surtout dans un pays aussi catholique que le Mexique, je comprends que ça ait pu choquer quelques personnes, quoi. Voilà, il y a évidemment l'Italie. Alors l'Italie, c'est un petit peu compliqué parce que ils vont pas être tout à fait dans les mêmes délires.
On n'est pas forcément encore une fois sur des films qui vont blasphémer dans tous les sens, mais on est plutôt sur des films qui vont parler de la foi ou du manque de foi et de ce que c'est que d'être une nonne en fait dans un couvent. Il y a par exemple un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Religieuses du Saint-Archange, qui date de 1973, donc on est 2 ans après les Diables, qui comporte ni des scènes violentes, ni des scènes violentes outrancières, ni des scènes érotiques, mais c'est surtout, l'accent est surtout mis sur une espèce de lutte de pouvoir pour être en fait la mère supérieure au sein d'un couvent où il va y avoir des rivalités. Puis au bout d'un moment, forcément, ça va dégénérer. Il y a l'Inquisition qui va arriver et là vont commencer les tortures. Mais le film est clairement moins graphique que pas mal de trucs en fait qui vont être faits à la même époque. Il y a des réalisateurs comme Joe D'Amato ou Lucio Fulci qui vont même eux aussi de leur côté faire de la nutsploitation. Et là, vu les réalisateurs en question, on se doute bien que ça va être très 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 graphique. Il y a même Bruno Mattei, à un moment donné, qui va aussi faire de la nutsploitation, donc c'est pas forcément les meilleurs. Ça, c'est pas un gage de qualité. Voilà. Ouais. Il y a L'Autre Enfer et Novice Libertine, qui est d'ailleurs sorti en Blu-ray chez le Chat qui fume. Le 4e pays à voir la mode de la nutsploitation en fait s'imposer, c'est évidemment le Japon. Donc on a beaucoup de films de nutsploitation qui sont encore à découvrir, parce qu'encore une fois, le plus connu, c'est évidemment Le Couvent de la Bête Sacrée de Norifumi Suzuki. On a entre autres Non-Story, Frustration in Black, que je n'ai pas vu, mais rien que le titre, j'ai envie. Un film qui s'appelle Wet and Rope, donc littéralement mouillé et corde, trempé ou attaché, je ne sais pas comment on peut traduire ça, qui est pas forcément... il se regarde, mais bon, sans plus. Mais il y a quand même quelques scènes de pur fétichisme dedans qui sont très, très, très japonaises. Notamment une scène où en fait un gars est en train de lécher une pissotière en regardant un couple en train de baiser en face de lui. Parmi le couple en question, il y a évidemment une nonne. On a Sin of Sister Lucia et le fameux, donc le couvent de la Bête Sacrée, qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, mais qui est pour moi de tous les films de nutsploitation, que ce soit ceux du Mexique, de l'Espagne, de l'Italie, enfin peu importe, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, derrière Les Diables de Ken Russell. Eh ben dis donc, il y a beaucoup de choses à dire. On a oublié de prévenir en début d'épisode. J'ai pas fini. Hein. Ouais, non, c'est que le début. C'est une masterclass. Du coup, en effet, le film qui nous intéresse ce soir, Le Couvent, c'est aussi un pinku. Pinku, on l'a déjà évoqué, c'est un sous-genre qu'on a déjà évoqué dans l'épisode sur Evil Dead Trap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sous-genre, s'il te plaît, Mathieu ? Oui, le pinku. Alors le pinkuiga, c'est littéralement le film rose, donc le film érotique japonais. C'est un sous-genre en fait qui commence à prendre de plus en plus de place à partir des années 60, fin 60, début 70, parce que dans les années 60, le cinéma japonais traverse une crise et les studios commencent en fait à chercher des solutions pour faire revenir les spectateurs dans les salles, sachant qu'en plus, il y a de plus en plus de foyers japonais qui possèdent donc une télévision et qui du coup ne vont plus forcément au cinéma autant de fois qu'avant. Et en fait, donc l'accent va être mis sur le cinéma érotique. Après, pour simplifier, on va dire qu'il y a, au niveau des grands studios japonais, 4 grands studios qui ont chacun un petit peu leur spécialité. On a d'un côté la Dai, qui est plutôt spécialisée dans le film de sabre, ce qu'on appelle le Chambara, avec notamment les films de Kenji Mizumi, donc les Aitoshi, la saga des Baby Cart, la lame diabolique, enfin tout ça. Eux vont peut-être pas forcément trop faire de cinéma érotique, mais ça va pas, par contre être exactement l'inverse de ce qui va se produire en fait pour la Nikatsu. La Nikatsu, en fait, c'est une compagnie qui était vraiment au bord de la faillite avant qu'ils prennent la décision de se lancer en fait dans le pinkuiga, dans le film érotique. Sauf que eux, en fait, ils vont avoir l'intelligence de faire une espèce de coup marketing, dans le sens où ils vont pas appeler ça du pinkuiga comme les autres compagnies, parce que voilà, il y a la Dai, il y a la Toho, il y a la Nikatsu, il y a la Toei. La Toho, en fait, va rester un petit peu dans ces trucs de faire des films de monstres, enfin du Kaiju Eiga, tous les films les Godzilla et compagnie. C'est aussi qui font les films de Akira Kurosawa. Mais voilà, quand on parle de cinéma érotique, les 2 grosses compagnies en fait qui vont se mettre dedans, c'est pas la Dai et c'est pas la Toho, c'est la Nikatsu et la Toei. La Nikatsu, ce qui va la distinguer, comme je le disais, c'est de faire du roman porno. Alors en vrai, il n'y a pas vraiment de grande différence entre un pinkuiga et du roman porno, c'est juste l'appellation de la Nikatsu qui fait que, mais il y a le mot porno dedans, donc les gens vont se ruer sur les films de la Nikatsu, et il va y avoir en fait pas mal de grands réalisateurs qui vont émerger là-dedans, et qui vont aussi se servir du film érotique, du roman porno, pour raconter autre chose. C'est-à-dire qu'en vrai, à l'époque, il y a pas mal de réalisateurs qui n'avaient pas le choix.
C'est-à-dire que c'était soit tu fais du cinéma érotique, soit c'est le chômage. Et en vrai, quand on regarde pas mal de films de l'anikatsu, quand on regarde pas mal de romans porno, il y a certains films où en fait les scènes érotiques sont presque accessoires. C'est-à-dire que ce qui intéresse le réalisateur, c'est pas forcément l'érotisme, mais étant donné qu'il n'avait pas le choix, il fait un film érotique dans lequel il va raconter autre chose. Donc il y a beaucoup de grands réalisateurs qui vont devenir célèbres via le roman porno, alors qu'en vrai, à la base, ils auraient absolument pas dû être là-dedans, quoi. Alors, il y a vraiment absolument de tout dans la période de roman porno de l'anikatsu, mais il y a de grands réalisateurs qui vont donc émerger là-dedans. Il y a Masaru Konuma, il y a Noboru Tanaka, qui est un des plus connus. Il y a les films de Hasebe aussi, qui sont parmi les plus hardcore que j'ai pu voir. Aujourd'hui, il y a certains de ces films qui sont très difficilement regardables avec un regard de spectateur de 2024. Mais pour info, il y a beaucoup de romans porno qui sont sortis il y a une quinzaine d'années en arrière, dans une collection qui est éditée chez Wildside, et il y a pas mal de titres en fait donc qui existent donc en DVD, sauf que cette collection a été annulée en cours de route parce qu'à l'époque Wildside avait un deal avec la Fnac et la Fnac refusait catégoriquement de mettre ces films en rayon, ce qui fait qu'ils sont pas allés tout au bout en fait de leur collection, mais on peut en trouver quand même quelques-uns, et il y a encore une fois pas mal de merveilles là-dedans. La 4e compagnie vire un petit peu du côté du cinéma érotique, c'est évidemment la Toei. Et la Toei, ils vont se dire que voilà, chacune des autres compagnies, donc la Dai, la Toho et la Nikatsu, ont leur spécialité. La Nikatsu est déjà à fond sur le cinéma érotique, le pinku, même s'ils ont appelé ça du roman porno. Donc ils vont se dire, on va quand même faire du cul, on va quand même faire du cinéma érotique, mais on va ramener un petit peu de violence par-dessus. Et en fait, ça a complètement marché parce qu'ils vont être spécialistes d'un sous-genre du pinkuiga qu'on appelle donc le pinky violence, qui est ni plus ni moins que du film érotique, mais avec beaucoup de violence par-dessus. Donc ça va être essentiellement des agressions, des bastons, des viols de temps en temps. Là encore, voilà, c'est des films où il faut les remettre un petit peu dans le contexte. Il y a, mine de rien, beaucoup de chefs-d'œuvre en fait qui ont été créés parmi cette période dans cette période de la Toei. On peut citer la saga de la femme scorpion, qui là encore est un film issu du Whip dont je parlais tout à l'heure, le film de prison de femme. C'est une saga qui a été rééditée récemment chez le Chat qui fume. C'est une saga absolument culte. On a un film aussi qui est, je l'ai pas fait exprès, mais édité encore une fois chez le Chat qui fume, qui s'appelle Les Menottes Rouges, qui est un film où ça bastonne énormément, où il y a des geysers de sang dans tous les sens, et où les personnages principaux sont systématiquement des femmes. L'actrice principale, c'est Miki Sugimoto, qu'on va retrouver dans pas mal de films de la Toei qui mélangent donc encore une fois sexe et violence. Il y a notamment la série des Girls Boss, je crois qu'il y a 7 films, où grosso modo c'est des délinquantes en fait. C'est une série qui s'appelle aussi qu'on appelle aussi la série des Sukeban, et Sukeban littéralement c'est la traduction de délinquante, et c'est des films où on va voir des motards s'affronter entre gangs adverses et se foutre sur la gueule, avec à chaque fois des chemisiers qui tiennent pas et des meufs en fait qui finissent par se foutre sur la gueule en fait avec les seins à l'air, et quand elles tombent en fait sur des hommes, les hommes ils vont pas être capables de répliquer parce que forcément il y a une paire de seins qui gigotent en face d'eux, donc ça devient tout de suite plus compliqué. Ça c'est aussi repris dans un autre film de la saga Baby Cart, je crois dans le 4e volet de Baby Cart. Il y a des mecs en fait qui n'arrivent pas à se battre parce que la femme en face d'eux elle se bat les seins à l'air, quoi. Donc voilà, on est dans une espèce de truc un petit peu fétichiste. Le cinéma érotique violent japonais, c'est quelque chose qui est très fétichiste. On aura aussi la série des Terrifying Girl High School, donc avec exactement les mêmes actrices que la série des Girls Boss, et ces deux séries vont être réalisées par Norifumi Suzuki, qui est donc le réalisateur du Couvent de la Bête Sacrée, donc le film dont on va parler aujourd'hui. Et là, vu que je parlais de fétichisme, évidemment qu'un mec en fait qui fait du pinky violence avec du fétichisme dans tous les sens, que ça soit ce truc récurrent de meufs à poil qui se foutent sur la gueule, ou même des trucs à base de pipi et de machins très japonais, évidemment qu'un mec qui a fait 30 films sur le sujet entre 1970 et 1980, évidemment qu'à un moment donné la question de faire de la non-exploitation en fait elle va se poser, quoi. Et donc de tous les films qu'a pu faire Norifumi Suzuki,
Celui qu'on a tendance à retenir, c'est évidemment Le Couvent de la Bête Sacrée, même si le mec n'a fait qu'un seul et unique film de non-exploitation dans sa carrière. Tout le reste, en fait, c'est essentiellement des films de Soukeban, ou de délinquantes en fait, qui se foutent sur la gueule dans la rue, de délinquantes qui se foutent sur la gueule dans une école, des films érotiques purs et durs. Mais Le Couvent de la Bête Sacrée, pour moi, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Et c'est son film dans lequel il y a vraiment toutes ses obsessions. C'est un film qui est tiré d'une BD, donc encore une fois, le truc n'est absolument pas sérieux comme peuvent l'être certains films de la non-exploitation italienne notamment. C'est un film qui est très pop, très coloré, et c'est un des grands classiques de la non-exploitation. Mais je vais peut-être m'arrêter là, je vais peut-être céder la parole et puis on en reparlera un petit peu plus tard après. Merci de libérer les otages, Mathieu. On va revenir aux avis du reste de l'équipe. Toi, c'est un film que tu connais depuis un petit moment en plus, donc évidemment, c'est toi qui l'as proposé parmi tous les titres de non-exploitation qui existent. On va voir comment les autres l'ont vécu. Lily, est-ce que toi, tu connaissais le film de base ? Non, pas du tout. Je suis très loin de m'y connaître en non-exploitation, à part pour Sister Act. Je plaisante. Non, je suis très loin de m'y connaître. Là, pour le coup, c'est Mathieu l'expert. Et du coup, je savais pas trop si ce que j'avais aimé dans le film, c'est propre au genre ou propre au film lui-même. Et du coup, j'ai ma réponse, c'est plutôt propre au genre. Et alors, évidemment, je savais que les scènes de flagellation et de torture, c'est propre à la non-exploitation et au PINCU. Et d'ailleurs, je trouve que le film est vraiment sublime esthétiquement là, sur ces scènes-là. D'autant plus qu'il est assez perturbant parce que les mises en scène sont effectivement très jolies. Je pense notamment au châtiment avec les ronces et les roses. Mais on te fait quand même bien sentir que cette forme d'expiation, elle est immorale. Du coup, même si la mise en scène est belle avec une teneur érotique, c'est quand même difficile à regarder parce qu'il y a une personne qui souffre, et un fort sentiment d'injustice qui en découle. Et c'est là que je savais pas trop si c'était très courant dans ce type de production et que le film m'a énormément surprise dans son propos sur la sexualité, que je trouve assez positif. Personnellement, dans ma vie, je dis souvent que si il y a un Dieu et qui nous a conçus à son image, il doit quand même un peu bien aimer les plaisirs terrestres, voilà. Et il doit quand même aussi avoir un peu d'humour, sinon il nous en aurait pas doté. Du coup, le film, il me chope très vite dès que les novices, elles disent à la mère supérieure que pour se reproduire, faut bien baiser à un moment, quoi. Et surtout, j'ai été très agréablement surprise par le fait qu'on ait des personnages lesbiennes qui ont une scène de sexe absolument magnifique, avec une allégorie du cunnilingus très érotique. Et c'est la plus belle scène de sexe du film, celle où il y a le plus d'amour, clairement. Contrairement aux coïts hétéros qui sont majoritairement des viols dans le film. Puis le personnage qui surprend ces lesbiennes leur dit qu'être lesbienne, ça choque plus personne. Du coup, on voit clairement que ce qui est considéré comme déviant par les sœurs, dans les faits, ça l'est pas du tout, contrairement à leur doctrine religieuse qui torture et qui tue. Puis j'ai trouvé que le traitement de la novice enceinte qui a été, du coup, je spoil un petit peu, mais violée par le père supérieur, le traitement de cette question, il est à la fois cruel et quand même assez moderne, parce qu'on sait aujourd'hui que l'Église catholique a souvent dissimulé des crimes sexuels. Et que surtout, on jette toujours l'opprobre sur les victimes, qu'on refuse de les croire. Leur parole est encore aujourd'hui toujours remise en question. Et je m'attendais vraiment pas à ce type de dénonciation dans un PINCU des années 70, quoi. Donc je trouve qu'il y a un véritable vent de libération sexuelle dans ce film, qui veut nous faire comprendre que le sexe, en fait, c'est pas si mal, contrairement à ce que veulent nous dire des vieilles instances poussiéreuses. Même si le film n'est pas parfait sur ce point, parce que clairement, violer des gens pour les punir ou pour leur faire découvrir le plaisir, c'est pas du tout la bonne méthode, quoi. Donc, de ce point de vue-là, ça reste un film de son époque qu'il faut remettre dans son contexte. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de mérite. Je le trouve super moderne, en plus d'être très, très beau. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une constante dans les films de Norifumi Suzuki, parce que là où beaucoup de Pinku Ega ou de romans porno, peu importe, étaient quand même assez misogynes,
chez lui, en fait, c'est toujours les femmes qui ont le beau rôle. Alors même si des fois elles se font agresser ou quoi, qu'il y a des bastons, des machins, à la fin c'est toujours elle qui gagne, quoi. Et en fait, il les juge jamais. C'est toujours, c'est toujours elle qui gagne, quoi. Et surtout qu'il y a un des viols. Alors, oui, bien sûr, c'est contestable avec nos yeux de 2024. Mais je pense que pour l'époque, ça devait être un peu moderne dans le traitement parce que c'est une femme qui l'orchestre pour se venger d'une part, mais aussi pour aider la personne en question à découvrir le plaisir et de comprendre que le sexe, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu problématique, quoi. Voilà. Ouais. Puis de toute façon, au début du film, en fait, Maya, elle est montrée comme une femme moderne, quoi. Tu la vois, elle est dans la ville, en fait, elle a plein d'activités, elle a un amant, et en fait, elle lui explique clairement que ils vont plus forcément se revoir parce qu'elle part dans un couvent pour enquêter sur une disparition, sur quelque chose qui la touche personnellement. Et tu comprends nettement qu'en fait, c'est un personnage qui n'obéit à aucune règle, mais qui, une fois dans le couvent, va, en tout cas c'est ce qu'on pense, devoir obéir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles. Je crois à un moment donné, au début du film, il y a une des mères supérieures qui annonce le nombre de règles que les sœurs doivent respecter. Je crois qu'il y en a 73. Enfin, c'est un truc qui est totalement débile, quoi. Et en fait, on se rend compte que Maya n'obéit juste à aucune de ces règles. Elle, en fait, ce qui l'intéresse, c'est juste de résoudre son enquête, quoi. Et on comprend que elle fait absolument ce qu'elle veut, quoi. De ton côté, Mylène, est-ce que tu connaissais le film de base ? Oui, je le connaissais. Alors, je l'avais jamais vu, mais ça faisait un petit moment que le film m'intriguait et que c'était sûrement Mathieu qui avait dû m'en parler, bien sûr, of course. Et mais du coup, j'avais jamais trouvé le goût de le mater parce que moi, les nonnes qui souhaitent, c'est pas mon style de film, quoi. Donc, et puis j'avoue que là, en plus avec Immaculée, La Malédiction, je commençais un peu à faire une saturation des films avec des nonnes. J'avoue que là, je commence un peu à en avoir un peu marre. Mais quand même, j'étais très curieuse de découvrir ce film que Mathieu encensait tant. Et c'était quand même une sacrée découverte parce que j'avoue, venant de Mathieu, je m'attendais à un truc un peu crado. Et j'avais un peu peur de faire une saturation de tétons et de croix, donc voilà. Mais c'était pas que ça. Déjà, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que je trouve que la scène d'intro est très empreinte d'une ambiance un peu gialesque et comme certaines scènes d'intro qu'on peut trouver dans plein de giallo, et du coup ça j'ai beaucoup aimé. Donc là, à ce moment-là, j'étais assez happée. Et même quand elle arrive dans le couvent, la façon de filmer le couvent, il y a une vibe un peu pensionnat de jeune fille qui serait possiblement hantée et tout. Donc, je trouve qu'il y a des petites inspirations comme ça qui sont laissées dans le film qui m'ont beaucoup plu. J'ai trouvé, tout comme Lily, que le film était très très beau. Il y a une très belle photographie, il y a une mise en scène qui est très chouette, qui est très picturale, qui fait vraiment penser presque à des peintures et tout. Donc ça m'a vraiment plu. Par contre, j'avoue que je pense que c'est vraiment parce que je sature des nonnes. Mais j'avoue qu'à un moment, j'ai décroché. Je suis désolée, Mathieu. Mais il y a vraiment un moment, j'adorais l'actrice principale, j'aimais bien son personnage, j'avais vraiment envie de la suivre. Mais vraiment, à la moitié du film, j'avais envie que ça se finisse. Je pense que je saturais trop. Et en fait, mine de rien, j'ai fini par un peu décrocher. Et même si je trouve que le film a énormément de qualité et que c'est pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais, parce que vraiment je m'attendais à souffrir, il faut le dire. Finalement j'ai complètement décroché et par contre j'ai beaucoup rigolé en regardant les bonus du DVD quand l'actrice principale a dit qu'elle était relativement étonnée que le film sorte en DVD en France. Un peu honteuse. Je trouve que franchement il y a pire en film de quoi avoir honte, quoi. Et vraiment, Mathieu, tu m'as fait voir des trucs bien pires avec des nonnes, donc là ça va. T'as été plutôt sympa avec nous. Je m'arrêterai là parce que voilà, c'est pas le film qui m'a le plus passionné dans le podcast et j'ai pas énormément de choses à dire, à part qu'il est très beau, que j'ai beaucoup aimé l'actrice principale et qu'il y a un côté très giallo, même dans le fait que, voilà, encore une fois, elle veuille faire une enquête, que ça soit... Mais après, l'enquête est vite quand même... voilà, c'est pas du tout le sujet principal du film. C'est peut-être ça aussi qui m'a déçue. C'est que finalement, je me suis rendu compte que les tétons prenaient plus de place que l'enquête. Mais voilà, globalement, c'était quand même une assez bonne surprise. Je suis pas sûre que ça soit un coup de cœur pour moi. Voilà, je vais retourner voir mes slashers pétés, Mathieu, je suis désolée. Mais voilà, c'était quand même cool de découvrir. C'est honteux. C'est honteux, c'est absolument honteux, mais c'est quand même une demi-victoire, donc voilà.
Tu évoques le DVD, c'est le bon moment pour en parler, puisqu'on m'a déjà posé sur Instagram la question de comment voir le film. Vu qu'on fait des films de niche ces temps-ci, évidemment, c'est plus compliqué de se procurer ces films. Pour Le Couvent, il y a une édition DVD Studio Canal qui a été faite il y a très 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 longtemps, qui est un peu chiante à trouver. Elle existe, vous la trouverez sur Vinted ou Le Bon Coin. Il y a même une VF dessus, une VF totalement folle, où Catherine Coney double la mère supérieure sadique lesbienne. Catherine Coney, c'est la voix de Jessie dans Pokémon, Jessie et James, la Team Rocket. Moi, ça m'a sorti du film, mais ça m'a passionné aussi. C'est le moment en fait aussi pour dire que ce podcast, on le fait aussi peut-être pour faire un appel à Spectrum, au Chat qui fume, pour dire ce serait peut-être bien de le ressortir un moment, ce film, parce qu'il mérite quand même d'être vu. Il y a une VF qui existe. Le film est magnifique en plus au niveau de la photo, une restauration. Les couleurs sont trop belles. Et encore, le DVD, il est pas dégueu. Franchement, j'ai été assez étonnée parce que il est vraiment cool. Et en plus, il était repassé sur Arte dans une version HD upscale, hein. Mais franchement, ouais, les couleurs sont très très belles. Et ça, c'est vrai qu'il mériterait un vrai Blu-ray, quoi. Enfin, clairement, le film a de la gueule. Je veux dire, on peut ne pas accrocher au genre, ce qui est mon cas, mais le film est super beau. C'est vraiment des claques visuelles. Oui, puis surtout, c'est un film qui a la croisée entre plusieurs genres. Alors évidemment, il y a le whip dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a de la torture, il y a du fétichisme et tout. Mais en parlant de fétichisme, comme disait Mylène, en fait, il y a le giallo. Il y a beaucoup de plans en fait qui évoquent les films de Bava, les films d'Argento surtout. Il y a notamment une scène de pendaison avec un vitrail pas loin qui évoque clairement une scène qui arrivera quelques années plus tard au début de Suspiria d'Argento. Et on a été beaucoup en fait à faire la comparaison, mais encore une fois, je suis très curieux de savoir si Argento avait vu le film de Norifumi Suzuki au moment de faire Suspiria, parce que vraiment c'est limite un copier-coller, quoi. Vers la fin du film, on a aussi une espèce de petit croisement avec l'Eroguro. Donc l'Eroguro, c'est cette espèce de mélange entre l'érotique grotesque. Voilà, l'érotique grotesque, macabre et tout. Au moment de la fin du film, en fait, je sais pas, dans Norifumi Suzuki, il pète un câble, mais il se passe des trucs complètement. Enfin, il y a une trappe qui s'ouvre avec de l'acide dedans. Il y a des maquillages dégueulasses et tout. Enfin, vraiment le truc est plein de surprises, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ce film survit en fait au temps, c'est que c'est pas un film de non-exploitation classique, c'est un film de non-exploitation avec les délires de Norifumi Suzuki, mais c'est aussi une certaine vision du catholicisme, une vision très japonaise, quoi. Parce que ce qui est souvent en fait reproché au film, c'est le côté blasphématoire avec une nonne en fait qui se met à pisser sur la croix du Christ et tout ça. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour un japonais, tous les trucs en fait liés à l'Église catholique, pour eux c'est du décorum. C'est avant tout un film fétichiste, et on n'est pas dans un truc qui est là pour blasphémer en fait. C'est vraiment, ouais, encore une fois, c'est vraiment du décorum sur lesquels on plaque tous les délires fétichistes de Norifumi Suzuki, quoi. Je pense que si on faisait en fait exactement la même chose en Europe, là oui, il y aurait une espèce de levée de bouclier, un petit peu comme ce qui s'est passé avec la religieuse de Diderot, ou même, de Rivette, ou même les diables de Ken Russell. Au Japon, en fait, la religion catholique, elle est absolument pas majoritaire. Du coup, pour eux, c'est exactement comme s'ils tournaient un film avec, à la place du costume de la religieuse, tu mets le costume en fait d'une écolière, ou tu mets le costume d'une flic ou d'une infirmière ou quoi. Et pour eux, c'est exactement la même chose, quoi. Ils se jouent en fait des clichés de la religion catholique pour pouvoir faire une espèce de série B un peu foutraque, un peu dingue, et juste ça va pas plus loin, quoi. Mais par contre, la forme fait que le film il est absolument sublime. Et tu disais, Mylène, en fait, que tu avais adoré l'actrice principale. C'était son premier rôle, et en fait aujourd'hui, même si elle est toujours étonnée qu'on lui parle encore et toujours de ce film, l'année suivante en fait on la retrouve dans Le Cimetière de la Morale, qui là pour le coup est un énorme chef-d'œuvre du film de Yakuza, donc un film de Kinji Fukasaku, et on la retrouvera un petit peu plus tard dans un autre film de Kinji Fukasaku qui s'appelle Virus, qui est un film de science-fiction. Donc malgré le fait qu'elle est toujours très étonnée qu'on lui cite encore et toujours ce film-là, ça a quand même lancé sa carrière, et elle s'est retrouvée quand même dans d'autres très très grands films derrière. Mais
à titre de comparaison, même si j'adore Le Cimetière de la Morale, même si j'adore Virus, j'ai quand même une préférence pour le film le plus pété des trois, à savoir, voilà, encore une fois, le Couvent de la Bête Sacrée, qui est, encore une fois, pas le meilleur film de Nosploitation, mais qui est indéniablement le plus beau visuellement, parce que, encore une fois, c'est tiré d'une BD, et c'est une BD fétichiste japonaise avec tout ce que ça peut, tout ce qu'on peut imaginer dedans, quoi. Mais par contre, tu disais qu'elle avait pas eu une grosse carrière, mais elle disait qu'au départ, elle avait enfin que ça avait lancé sa carrière. Non, c'est plutôt ça que tu disais. Mais elle disait qu'au départ, on lui a proposé que des films érotiques. En fait, suite à ce film, elle a eu que des propositions comme ça, quoi. Que ça a été plutôt compliqué pour elle, justement, tout ce qu'elle s'est tapé après comme proposition. Ouais, mais elle a bien géré quand même, parce que mine de rien, son deuxième film, tu tournes avec Fukasaku, il y a pire comme carrière, quoi. Bref, Manifesting, le couvent de la bête sacrée en 4K chez Le Chat qui fume, on tente notre influence. Ou chez Canal+, parce qu'à la base, le DVD, c'était Studio Canal. La fameuse collection dans laquelle le film est sorti, c'est Studio Canal, c'est Jean-Pierre Dionnet, c'est tout ça. Donc à mon avis, les droits sont encore là-bas. Mais je dis peut-être une bêtise. Alors oui, ils ont un catalogue de droits qui est monstrueux, Studio Canal, mais qui délègue à des éditeurs maintenant, puisqu'en fait, ils n'ont pas forcément envie de se coltiner la réédition de ce genre de film. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui ressortent du coup chez Pulse, chez Le Chat, etc. Voilà. D'ailleurs, c'est Studio Canal qui a les droits de La Nuit de la Comète. Hein. Oui, et qui a Evil Dead aussi. Mais c'est l'atelier d'image, le dernier coffret. C'est ça, ils ont les droits de 2019 après la chute de New York, qui arrivera bientôt chez un autre éditeur aussi. Enfin voilà, c'est plus une sorte de distributeur de droits maintenant que d'éditeur. Pour le film, moi je passe en dernier et vous avez saigné le film, du coup j'ai pas grand chose à dire. C'est top, c'est joli, voilà, ça questionne la foi, il y a plein de trucs super intéressants dedans, niveau thématique c'est super riche, niveau genre c'est super riche, c'est plutôt drôle par instant, il y a de la comédie, il y a des dialogues qui sont à crever de rire. La VF n'a peut-être pas aidé, mais moi ça m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, j'aimerais vraiment en fait le voir en HD ce film. C'est de la péloche, c'est de l'anamorphique en plus, ça mérite d'être vu sur un grand écran, en restauré, et se coltiner une version upgradée d'Arte, et bah ça fait chier. Je m'éclate depuis 2-3 mois à cause d'un certain Fabien Moreau, qui passera par là et qui m'entendra peut-être, à mater du Pinku Ega et des films japonais, et on se coltine beaucoup de copies dégueulasses, alors que c'est des films qui sont magnifiques. J'aimerais vraiment pouvoir en profiter, en fait, comme on devrait en profiter, tout simplement. Voilà, Le Couvent de la Bête Sacrée, très bonne surprise, en effet. J'ai adoré, je le regarderai avec plaisir, et j'ai envie de me faire d'autres films de ce genre, donc comme quoi, c'est que ça a marché, hein. Surtout que j'avais pas du tout une bonne image de la non-exploitation à cause des zigotos comme Robert Rodriguez qu'on fait Machete, où il y a Lindsay Lohan qui joue une nonne avec un flingue dedans, etc. Machete, c'est de la merde. Film de merde. Ouais. Ah non, c'est pas très bien. On va arrêter ce truc-là de Machete, c'est trop cool et tout, c'est trop badass, machin. Non, c'est de la Machete, merde. ça n'a jamais été bien. Ouais, voilà. Rodriguez, il a eu son pic avec Planète Terreur et il n'y avait plus rien. Et depuis, en fait, il carbure à vide. C'est ça. Il a eu un peu d'inspiration quand il a fait Alita Battle Angel, mais ça, c'est Ghost réalisé par James Cameron derrière qui pilote un peu le truc, donc forcément il arrive à faire des plans qui sont regardables, chose qu'il ne fait pas sinon en fait. Même quand il a eu la Disney monnaie sur Star Wars avec Boba Fett, il était capable de foirer ça. Ça c'est terrible quand même quand t'as autant d'argent et de moyens mis à disposition que t'as pas un plan qui est joli dans ta série, c'est dur. Donc voilà, c'était le point Robert Rodriguez, c'est de la merde. Maintenant, pour revenir au film, ouais, faites-vous un kiff, quoi. Si vous pouvez le trouver, le DVD et tout, c'est vraiment, vraiment sympa, c'est magnifique. Il y a une séquence de torture avec des roses qui est splendide, où la protagoniste se fait fouetter par des roses, et c'est splendide. La torture a rarement été aussi belle, en tout cas. C'est une scène d'ailleurs qui a été reprise telle quelle dans un film de François Gaillard, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui sera un des membres du jury du festival de Az Cinéma Interdit là, dans quelques semaines à Paris. Et cette scène, en fait, il a reprise dans son deuxième film, je crois, qui s'appelle Las Caresses, où on a exactement le même truc en fait, avec une femme flagellée en fait, par des bouquets de roses au ralenti. Et là encore, c'est très très beau. Est-ce que tu veux conclure, Mathieu, sur le film ? Non, conclure, juste simplement en fait évoquer les quelques films de Norifumi Suzuki qui sont disponibles en DVD en France, parce que quand on évoque en fait le cinéma d'exploitation japonais un peu trashouille, un peu vénère des années 70, c'est souvent Teruo Ishii qui lui aussi en fait comme Norifumi Suzuki a bossé en fait une bonne partie de sa carrière
à la Toei. C'est lui notamment qui a fait la série des femmes criminelles. Donc il y a, je crois, 2 coffrets qui sont disponibles chez HK Vidéo. Et dans le second film, je crois, il y a déjà à ce moment-là en fait une scène de torture qui met en scène des nonnes. Alors là, pour le coup, c'est des nonnes bouddhistes, donc avec le crâne rasé. On n'est pas sur des nonnes catholiques, mais il y avait déjà ce truc de nunsploitation chez Teruo Ishii. Mais pour ce qui est de l'autre grand faiseur de série B à la fois érotique et violente des années 70 japonaises, Norifumi Suzuki, il faut savoir qu'il y a quand même, mine de rien, quelques DVD qui sont édités en France. Toujours chez HK Vidéo, il y a Caresse sous un kimono qui fait partie d'un coffret avec Sex and Fury, je crois. Sex and Fury, c'est un film qui, dans son casting, comporte Christina Lindberg, donc grande actrice en fait du cinéma érotique européen, qui va faire donc un petit coucou chez Suzuki. On a donc évidemment Le Couvent de la Bête Sacrée, qui est très difficile à trouver en DVD aujourd'hui. On a aussi Shaolin Karaté, je crois, avec Sony Shiba, qui est sorti aussi chez HK Vidéo. Et en fait, c'est à peu près tout. Peut-être un épisode de Lady Yakuza, qui est un des tout premiers films de Suzuki, qui est sorti donc dans le gros coffret Lady Yakuza, donc encore une fois chez HK Vidéo. Mais vraiment, j'ai pas souvenir qu'il y ait grand-chose d'autre. Et je pense que c'est vraiment un des auteurs majeurs du cinéma d'exploitation japonais des années 70 qui mériterait d'être considérablement remis en lumière, parce que le mec en fait n'a pas fait que Le Couvent de la Bête Sacrée. Je rappelle qu'entre 1970 et 1980, il a fait plus de 30 films avec beaucoup de sagas à rallonge, et que en fait plus je mets mon nez dedans, plus je découvre en fait des merveilles, et encore une fois ça mériterait d'être restauré et ressorti en HD, quoi. Enfin ressorti en Blu-ray minimum, quoi. On va passer à l'avis des auditeurs. J'étais curieux un petit peu en postant la demande d'avis, puisque pendant un bon moment ça n'a pas bougé, puis en fait ils sont arrivés en masse à la fin, donc le film a bien son public. Camille Poinas nous a écrit « Découvert grâce au dossier Nunsploitation de Mad Movies il y a quelques années, vu en vitesse hier dans une version YouTube sous-titrée automatiquement. Malgré les traductions hasardeuses, le film fait partie de ce que j'ai vu de meilleur dans le genre Nunsploitation avec les diables. » Entre parenthèses, Mathieu, est-ce que c'est bien de la Nunsploitation ? Oui, totalement. Scénario super, frustration, tabou, tout est bien représenté. Ma seule limite serait par rapport à un peu trop de plans boobs. Franchement, je pense qu'on pourrait peut-être s'en passer. Ouais. Mais non, Ouais. Non. Moi j'aime bien. Ah, c'est bon, vous me saoulez, j'en ai marre de vos nichons là. Mais des nichons tout le temps en ce moment dans les films qu'on regarde. c'est du Pinkwega. À un moment donné, s'il n'y a pas des scènes érotiques, en fait, il y a tromperie sur la marchandise, les gens ils viennent pas. Non, mais il y a j'ai tellement vu de pire. boobs là. Tu fais un jeu à boire, tu finis en vomissant devant le film là. Non, mais si tu regardes les autres films de Norifumi Suzuki, tu t'aperçois très vite que c'est une constante. Que ce soit dans ces films de bikeuses là, qui se foutent sur la gueule dans la rue, ou les Terrifying Girl High School et compagnie, enfin, il y a toujours, toutes les 10 minutes, en fait, une meuf qui se fait arracher son chemisier et qui finit à poil. C'est le hasard. Oui, c'est le hasard complètement. Mais on n'est pas chez Ross Meyer non plus, tu vois, mais on est sur un niveau un petit peu en dessous. Mais je trouve que c'est... Moi, j'aime bien. Enfin, c'est cinéma quand même. Du cinéma quand même. L'esthétique du genre finalement. Les boobs, c'est du cinéma. Androstobe nous a écrit « Au nom d'une liberté pulsionnelle fantasmée, les portes de l'enfer se voient lubrifiées par la quête du plaisir contestataire. Le simulacre repose aussi bien sur la chasteté que sur l'émancipation libertaire rendue érotique, grotesque et insensée. Bref, un joyau esthétisé de la nunsploitation débridée. Machi Pilgrim, vu il y a quelques années, j'en retiens surtout la scène des roses pour son esthétique. Oui. Mhm. Peut-être pour moi la plus grosse séquence du film, la plus belle, Ouais. je pense. Fred Bandini, un Pinku Eiga sadique au pays des nonnes, de l'érotico-grotesque, délicieusement kitsch et blasphémateur jusqu'à l'orgasme. Un film arrangé violemment entre les fraîches cuisses de Viridiana. Laïd Seguir, le sanctuaire de Prométhée, transition trop abrupte pour... Attends, je la refais parce qu'elle est drôle. Transition trop abrupte avec Aerobic Killer. Un petit Jess Franco dans le thème aurait été plus logique. Jess Franco, c'est dur. Non, moi je trouve ça cohérent. Alors, Jess Franco, c'est compliqué. Hein. En vrai... T'as pas vu quand la nonne elle était en train de faire un pink flamingo là? C'était tellement... Oui, bien sûr. Aérobic. T'as pas Nunsploitation. fait gaffe, Je crois qu'en plus... je crois qu'en plus, le Jess Franco qu'il a mis, c'est Lettre d'amour d'une nonne portugaise, qui est effectivement un des Jess Franco les plus abordables. Mais après, si tu fais un Nunsploitation sur ce film-là, faut parler de Jess Franco.
Et là, l'épisode, en fait, il fait 4 heures parce que c'est ça. se farcir Jess Franco, faut réviser une bonne partie de ce qu'il a fait. Et Ouais, le mais mec, est-ce qu'on a ensuite, il est vraiment dans le envie livre de des records, réviser Jess Franco en matière Franchement, je de crois quantité pas. de films réalisés. Donc, C'est non. ça. Faut Non. les trouver, faut les voir. Et faut réussir à les voir plutôt, faut les subir. Moi, j'ai vu que Tender Flesh de lui. Et Tender Flesh, c'est loin d'être ce qu'il a fait de plus mauvais. Tender Flesh, on me l'a imposé au bistrot de l'horreur et je suis arrivé sur le plateau et je l'ai dit dans l'émission, genre, je ne sais pas. Je l'ai vu. J'ai vu une nana debout sur une table en train de pisser dans un saladier, j'ai fait, ok, c'est un cinéma, c'est un genre en tout cas, je suis tout oui. C'est un fétichisme, hein, tu sais. Mais Ah ouais, ça joue sur les kinks et tout. Faut s'adapter, en fait. Faut être souple. Faut laisser le film glisser sur toi et accepter ce qui se passe. Revenons au courrier des auditeurs. Johan Orzulik, une perle du cinéma d'exploitation japonais des 70s, une relecture moderne du Narcisse noir, jusque dans l'utilisation baroque des couleurs, mais avec un côté whodunit pinku blasphématoire. L'autre grande qualité du film est d'être une comédie paillarde typique de Suzuki. Oui, Ouais. c'est vrai Oui, qu'on rigole bien. Ouais. Seb, le trait d'union idéal entre Les Diables, Suspiria et Sister Act. Ah, ça c'était le meilleur commentaire. Albert Ségon, ça peut pas être plus pire. Mais pourquoi Méchant, Albert. Il a juste C'est mis quoi un gif avec marqué ça. Tu as dû souffrir un petit peu devant le film. Non, t'es bourré, Albert, là, il faut aller se coucher. Albert pose cette bière. Oh, cette grenadine. Sibi au bal du diable. Un sublime chef-d'œuvre qui vous claque la rétine à chaque seconde comme autant de fouets en branches de rosier. Ça va être mon instant boomer alors que je n'ai que 27 ans, mais à l'heure de la surhype autour du pourtant très tiède Immaculé, il est de bon ton de rappeler que la non-exploitation de qualité, c'est plutôt ça. Une EDA baroque belle à se damner, du cul, des sévices corporels bien vénères, des persos féminins complexes et torturés et un sens de la provocation jonglant habilement entre l'intelligemment subversif et le jouissivement sale gosse. Et bravo, c'est exactement ça. Ouais. Tout dit. Après, je trouve que c'est quand même bien que l'époque actuelle se réapproprie le genre. Parce qu'il y a des choses un petit peu datées. Voilà. Oui. Ça enlève rien aux qualités du film, mais voilà. Si tu compares Le Couvent de la Bête Sacrée à Immaculé, Oui, ça n'a Immaculé, rien à j'ai voir. ressenti, Après, Immaculé, c'est pas un bon film de manière générale, tu vois. Enfin, c'est pas con. Il y a sûrement des super bons films récents. C'est un film en fait ce que genre. tu regardes si tu n'as jamais vu aucun film de non-exploitation ou que tu t'intéresses très peu au cinéma d'horreur et que tu as envie d'avoir un petit frisson parce que clairement, enfin, le film n'est absolument pas surprenant, quoi. C'est il se regarde sans vraiment trop de soucis, mais enfin, tu l'as oublié le lendemain, quoi. Est-ce que c'est pas un peu le zéro maximum que peut faire ce genre à Hollywood Oui, avec un budget parce hollywoodien? que c'est pas le même type de production non plus. C'est ça, hein. Derrière, il y a Voilà. Sidney Sweeney, il y a des producteurs, il y a un peu d'argent mis dedans, il y a quand même un retour sur investissement à faire. Tu peux pas être aussi libre que sur un film comme Le Couvent. T'as forcément un cahier des charges. Et je trouve que le film, de ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même vu des extraits et tout, va quand même un petit peu plus loin que ce que j'imaginais. En tout cas, ça m'a l'air d'être un peu trashouille, un petit peu. Ouais, c'est léger, non, même pas. Non? Ça, c'est parce que t'as non, pas mis non, beaucoup de c'est- tétons. Il se passe c'est tout, exactement ce que t'imagines qui va se passer. Ok. Non, en vrai, il a raison, Mathieu. C'est très Bah, classique. c'est propre. Et est-ce que- voilà. Est-ce Voilà. que ça peut faire la porte d'entrée vers le genre, vous pensez? C'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça peut intéresser. Enfin voilà, quelqu'un qui rentre par cette porte peut peut-être se dire, ben tiens, ça s'inspire. On m'a parlé de non-exploitation, ça se range là-dedans. Bah c'est quoi la non-exploitation? J'ai bien aimé ça. Qu'est-ce que je pourrais aller voir d'autre? Après, je suis pas certain que ça soit une espèce de retour de la non-exploitation, parce que je vois pas mal de monde en fait s'exciter là-dessus, là sur Twitter ou quoi. Je pense que c'est juste surtout un hasard qu'on ait Immaculé et une espèce de préquel de la malédiction là qui sortent coup sur coup en salle. S'il y avait genre 3-4 autres films de non-exploitation derrière qui arrivaient en salle, là oui, on assisterait véritablement à une espèce de retour en force du sous-genre. Mais là, pour moi, c'est juste un hasard. Il n'y a vraiment pas lieu de s'exciter à ce niveau-là. Je vois. D'autant plus que le troisième film qu'on cite, en l'occurrence Benedetta, il est sorti il y a maintenant quelques années, quoi. Et il est pas américain ce film, Benedetta. En plus. Non. Les Américains qui font de la non-exploitation, ça va être compliqué à partir du moment où eux s'attaquer à la chrétienté, au catholicisme et tout, c'est un peu compliqué. C'est quand même un pays très très chrétien. Ouais, puis et surtout, ils bloquent les diables depuis plus de 50 ans, quoi. Donc je les vois mal, en fait, faire un film sur le sujet. Enfin, j'y crois pas une seconde, quoi.
Là, au-delà d'un retour de ce genre, c'est plutôt une obsession des nonnes enceintes en ce moment, je dirais. Ouais, c'est plus juste. Oui. Il y a vraiment un Oui, truc clairement. sur l'immaculée conception et la nonne enceinte plus que ça, quoi. C'est ça. Ou alors, ce sera un retour du genre fait par des gars comme Robert Rodriguez, qui vont se la jouer un peu sous Tarantino de merde avec 3 nonnes qui vont taper des gens et basta, quoi. Ouais, puis en plus, immaculé, enfin, sans trop spoiler, on n'est pas dans le truc fétichiste, en fait, avec des nonnes qui se fouettent le cul. On est plus sur une espèce de complot au sein d'un couvent où des nonnes, en fait, vont pas forcément prier Jésus, mais vont plutôt prier l'Antéchrist, quoi. Donc, on est sur un truc qui vire petit à petit dans le fantastique. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus tolérable pour un public américain que des bonnes sœurs, en fait, C'est ça. qui se fouettent en cachette, quoi. On va revenir à l'avis des auditeurs. Michel Cocteau, la fusion improbable du Pinku et Iga, tendance BDSM pop acidulé, et du giallo, un classique diffusé par Jean-Pierre Dionnet dans Cinéma de quartier, une émission d'époque, avec une bande-son que n'aurait pas renié Suspiria, bien plus fascinant et transgressif qu'un 50 nuances de gris, une œuvre d'esthète. En effet, le film a un héritage en France assez fort à cause de Cinéma de quartier, qui est une émission que tenait Jean-Pierre Dionnet il y a un bon moment déjà, 30 ans, 40 ans. Il y a un excellent bouquin sorti sur cette émission, sorti récemment, par Sylvain Perret, Ouais. il me semble. Ouais. Si vous voulez connaître ça. C'est une histoire de cinéma de quartier, c'est sorti chez Carlotta. Ça se lit en une après-midi, et surtout, en fait, le bouquin contient la liste complète et exacte de tous les films qui ont été diffusés dans Cinéma de quartier et dans Quartier Interdit, à la grande époque de Canal+. Et dans cette liste, il y a donc Le Couvent de la Bête Sacrée, entre autres choses. C'est ça. Vous n'imaginez pas la masse de films qui ont été diffusés là-dedans, et certains qui sont d'ailleurs jamais ressortis, au passage. Et Ouais. C'était Dionnet qui était un des premiers à défendre ce cinéma, en fait, sur une grande chaîne comme ça, en plus. Bref. Attention, incroyable pseudo en approche. Bat Manouche et sa Niglomobile. Je sais pas d'où ça sort. Le film avait pop sur Canal+, mais étant trop jeune pour le voir, c'était la piole. Et le voir à un âge logique, la claque que ça a été au final. Vu que les images sont fascinantes, merci papa Dionnet, encore lui Jean-Pierre Dionnet, car le nom du film m'avait repopé dans l'esprit quand je suis tombé dessus. On finira avec le grand absent de cet épisode, il s'appelle Dario. Ah. Dario nous a quand même écrit un petit message en speed. Alors déjà, on tient à rassurer les auditeurs qui nous envoient des messages ou qui font des mèmes sur l'absence de Dario. Dario revient la semaine prochaine. Tout va bien, il arrive, il revient. Il fallait qu'il se recharge, il sniffait du sel là, tout va bien. Dario a écrit... Dario a écrit « Est-ce que c'est bien le film anglais avec l'émission de télé là ?» Non, Dario. Du coup, Quoi ? Non, putain, mais non. oui, d'accord, je viens de comprendre. Dario, c'est trompé de film. instant making-of de Jumpscare. Ouais, Jumpscare, on l'enregistre souvent quelques jours avant l'épisode et on essaie de faire des épisodes en avance. Et dans le cas présent, en fait, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui a été enregistré le 21 avril 2024 au soir. Et l'épisode de la semaine d'après est enregistré le 22, donc le lendemain de cet épisode, en termes d'enregistrement. Dario a confondu les films, et ce con, en fait, s'est retrouvé dans la situation où il pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'il a pas vu le bon film en pensant que ça allait être demain. Enfin bref, c'est une petite couille de planning, donc il se retrouve un peu là, les bras croisés. Bravo Dario, en tout cas. Mais il arrive, il revient bientôt. Pourquoi on vient pas de parler de Ghostwatch là? On vient de parler de Ghostwatch. Et oui, et du coup, voilà, autant l'annoncer, le film de la semaine prochaine, c'est Ghostwatch de Leslie Benning, un film choisi par Nico, notre invité de la semaine prochaine, qui gère le festival de cinéma On vous ment, dans lequel officient Amélie et Mylène, un festival de documentaires, et on a décidé d'offrir un peu de visibilité à ce festival avec Amélie et Mylène, donc ce sera un épisode spécial documentaire et found footage, voilà. Enfin bref, merci en tout cas à vous d'avoir écouté cet épisode, merci à Mathieu pour cet exposé, ou cette prise d'otage aussi, on sait pas, c'est un peu entre les deux. J'ai fait court, hein, je suis désolé. Hein. Ah, le chat qui fume, si vous voulez l'éditer et faire un bonus,
Voilà, vous savez qui appeler. Vous pouvez reprendre ce que Mathieu a dit là. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter, Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord aussi si vous voulez discuter avec nous, le lien est dans la description. Au passage, je dis rarement, mais les musiques du podcast sont aussi dans la description. Si vous voulez soutenir le musicien Cédric qui fait la musique de Jumpscare, on nous le demande souvent. Et on se dit à vendredi prochain. Salut. Salut.